C'est toujours dans le Guinness des records le canal souterrain le plus long du monde. Il fait 7,2 km en ligne droite, sous la Nerte, et qui a exigé donc effectivement énormément d'ouvriers, de travail et de matériel. C'est vraiment une fourmilière. On a d'abord le matériel technique. Chagnot fait venir des pelles, des pioches avec la vapeur, etc. Tout est vraiment le dernier cri de la technologie de l'avant-guerre. Chagnot fait venir également des tonnes de bois, pour le boisage, etc. Donc on imagine tout cela. Il fait venir bien évidemment du Var, parce qu'il y a des carrières, il faut également pour les voûtes, etc. Donc c'est vraiment la pierre, le bois, le métal, le matériel, c'est gigantesque. Et puis il y a les hommes. Et puis il y a également, une fois qu'on a les déblais, et il y aura des tonnes et des tonnes de déblais à sortir, aussi bien du côté marseillais que du côté de l'étang de Berre, il fait faire des petits rails avec des petites locomotives de Coville pour évacuer tous ces déblais. Alors ces déblais, on va les retrouver sur les digues, et du côté marseillais, le port de la Lave, et du côté de l'étang de Berre, puisque les enrochements, etc., tout simplement, ce sont les déblais, les remblais qu'on a évacués par de Coville justement pour avancer dans le tunnel. Il y a eu des dizaines et des dizaines d'accidents. Alors, il y avait des petits bobos, classiques sur un chantier, même si la sécurité était là, mais vous savez, on est quand même avant la guerre. Il y a eu des gens électrocutés, il y a eu des gens, des gravats qui sont tombés, il y a eu des gens qui ont été écrasés par les locomotives ou par les wagons remplis de terre, etc., etc. Il y a eu des dizaines et des dizaines d'accidents et il y a eu des dizaines et des dizaines de morts. Alors, certains, on savait qui c'était, d'autres, hélas, des morts anonymes qu'on est allé enterrer au cimetière du Rove, parce que on pouvait s'engager, on s'engageait à la journée. On était payé à la journée, alors vous étiez payé le soir même si vous repartiez, et vous étiez payé la semaine, etc. Donc c'est vrai que des gens venaient là, il n'y avait aucune enquête, on les prenait pour la journée, on les payait le soir et repartaient. Mais ce sont des anonymes. Alors on paye très bien. Chagnot, entre guillemets, on se bat pour aller travailler chez Chagnot parce que tous ces jeunes qui ont connu le travail des champs de leurs parents, puisqu'on est dans un monde paysan à 14, ces jeunes ne veulent plus reprendre le travail des parents à la ferme, aller mener les chèvres, les moutons, les cochons, etc. Donc ils vont chez Chagnot, qui les paye bien, c'est une autre ambiance, et donc on est bien payé ces Chagnots, et jusqu'à la fin de la guerre, entre guillemets, on se bat véritablement pour être embauché chez Chagnot. Ce qu'on oublie aussi trop souvent, c'est que tous les villages, Gignac, il y a quoi? Il y a 900 habitants à Gignac, Marignane, Châteauneuf, Martigues, on leur demande leur avis. Et on a dans les archives tous les conseils municipaux qui applaudissent des deux mains, qui disent oui, ça va être une aubaine pour nos contrées. Parce qu'il va y avoir une population nouvelle qui va venir s'installer, la preuve sur Gignac, beaucoup d'Italiens, et qui, après le chantier, vont rester. Sur Marignane, c'est la même chose, Châteauneuf aussi. L'autre impact, c'est un exemple, Gignac va bénéficier d'une école nouvelle. Parce que justement, ces Italiens sont là, se marient, ont des enfants, le chantier dure plus de 15 ans, donc il faut une école. Donc Gignac bénéficie et demande et obtient une petite école maternelle. Donc tout ça, c'est un impact important. Pour les paysans, ça c'est un aspect un peu plus économique, on va pouvoir charger les péniches et vendre les productions que l'on fait sur les terrains agricoles, on va les descendre à Marseille. À partir des années 50, on a fait l'étude, on s'aperçoit que la contenance des péniches va changer. Parce que auparavant, c'était du petit transport, petite industrie, des tuileries, etc., ou des produits agricoles. C'est fini, l'après-guerre, c'est fini. On ne transporte plus cela.
Alors les péniches, de quoi va-t-on les remplir? Eh bien, on va les remplir de pétrole. Et c'est très net dans le transport, ça c'est manifeste. À partir des années 50 jusqu'à la fin, pratiquement 100% du transport est pétrolier. Alors vous allez me dire, pourquoi Marseille pétrole? Parce qu'il y a une raffinerie à Marseille de pétrole, Mouropiane. Et donc, on a un changement complet. Et donc vous voyez qu'à travers ce qui est transporté par les péniches, on voit aussi la transformation économique d'une région. Voilà. Autre impact et dernier impact, c'est tout simplement, pendant la guerre, ticket de rationnement, pénurie. Eh bien, tous les jeunes et moins jeunes de Gignac, de Châteauneuf, de Martigues, etc., pouvaient prendre, pêcher, prendre les moules qui étaient par tonnes et par tonnes dans le canal. Et si, en partie, on n'est pas mort de faim dans ces petits villages, c'est grâce au canal qui a apporté un complément alimentaire incontestable avec le poisson ou avec les moules qui étaient accrochés sur les parois du canal. Malgré l'interdiction côtière de 1944? Alors, mais ça, l'interdiction côtière, c'était pour les péniches, etc. Mais le petit Gignacais ou Marignanais qui arrivait voir l'enfant de 10 ans qui avait son seau, sa grappe et qui plongeait ou qui ramassait les moules contre le quai, ça n'a pas posé de problème. On a rencontré beaucoup de témoins donc, qui étaient jeunes, qui sont un peu moins jeunes aujourd'hui, qui nous ont dit que, alors c'était le dimanche, mais ils allaient tous ramasser des moules et c'est vrai que c'était un complément alimentaire extraordinaire.